le MAG, le rendez-vous historique du mercredi à midi, et on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission exceptionnelle, vous allez le voir, parce qu'on a un sacré programme à aborder tous ensemble. Monsieur Brice Germain, Hamza Rahmani, les deux chroniqueurs que la France nous envie sont bien sûr présents encore une fois aujourd'hui, et je vous rappelle aussi également que c'est le 4e rendez-vous, le MAG, des pistonnés. Les week-ends sont très chargés pour les pistonnés que vous retrouvez sur Winamax TV en avant-course, que vous retrouvez sur Brut aussi. On vous attend, c'est très important. Venez réagir à la course avec nous. C'est une libre antenne. C'est vous, votre avis que l'on veut entendre bien sûr sur Brut. Le rendez-vous est à 18h après les week-ends européens. On se retrouvera d'ailleurs à 18h après le Grand Prix d'Italie. On sera avec Hamza Rahmani bien sûr pour prendre vos avis et discuter avec vous Formule 1. Si vous n'avez pas vu le débrief, la faute est grave, alors rattrapez-vous à la fin de cette émission bien sûr et allez vous rendre sur First Team Sport. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter toute l'équipe First Team Sport parce que ça y est, on a fêté cet été notre 100 millième abonné. C'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est magnifique. Le trophée arrive. C'est plus. Et la production est très heureuse. Vous pouvez vous en rendre compte. 100 000 parce abonnés. qu'il paraît que c'est Nicolas Latifi le 100 millième abîmé justement. Donc ça, c'est peut-être la question qu'on va se poser. C'est peut-être déjà un teasing de ce qui nous attend dans cette nouvelle émission. Regardez le programme, le sommaire, il est tout beau, il est tout chaud. Et il est magnifique. Regardez. Piastri a-t-il trahi Alpine? C'est la question du débat aujourd'hui. On viendra avec les nouveaux éléments. Piastri qui a été officialisé et confirmé donc chez McLaren, qui s'est exprimé aussi. Et on reviendra sur tout ça. On se posera la question justement, est-ce qu'il a trahi l'écurie qui lui a peut-être permis d'arriver jusqu'en Formule 1, en tout cas de soutenir jusqu'à la Formule 1, et on essaiera d'ouvrir le prisme aussi les gars un petit peu, et de se poser la question, est-ce que c'est le signe d'une nouvelle ère pour la Formule 1 et pour les Driver Academy, et se poser la question de savoir est-ce qu'il y aura un avant et un après justement cette affaire Oscar Piastri. Et puis l'entretien, Nicolas Latifi, on l'a rencontré du côté du Castellet dans le Motorhome Williams, 7 minutes d'interview à la rencontre de celui que vous aimez surnommé Gotifi. Il va nous parler de sa saison 2022. Plutôt compliqué, il faut le dire, notamment dans l'entame de la saison, mais il se projette aussi également sur 2023, son avenir en Formule 1 et comment il gère un petit peu les choses. Je vous propose tout de suite justement qu'on lance les hostilités avec le débat, les gars, et l'affaire Oscar Piastri qui a rythmé tout notre été. On en parle tout de suite. Oscar Piastri a-t-il trahi l'écurie Alpine? C'est la question qui est sur toutes les lèvres et sur toutes les bouches depuis cet été. Lui qui a été officialisé chez McLaren en 2023. Le CRB a tranché. Le CRB, c'est bien sûr le conseil de la FIA qui tranche, à savoir sur toutes les questions contractuelles. McLaren est le seul contrat homologué par le CRB. Il s'est réuni lundi. Il a donné bien sûr ses conclusions vendredi. Pas de compensation financière pour Alpine qui va devoir s'acquitter de 540 000 pounds de frais juridiques. Ça, c'est quand même la petite surprise ça devient cher, le de papier. cette semaine. En effet, Piastri et Weber, qui d'ailleurs ont affirmé qu'ils avaient prévenu Alpine de leur départ avant l'officialisation faite par Alpine au lendemain du départ de Fernando Alonso. Juste pour remettre les choses en perspective, cette tragédie s'est jouée en 5 actes et il faut absolument bien sûr vous les préciser. Tout commence en novembre 2021 lorsque Oscar Piastri et Mark Webber discutent avec Laurent Rossi d'une possibilité de contrat pour 2022 en tant que pilote réserve et avec un engagement sur 2023 et 2024 de la part de Alpine. À ce moment-là, silence du board d'Alpine, frustration du clan Piastri. En mars 2022, à quelques jours du début de la saison, il signe le clan Piastri avec Alpine un contrat de réserviste, mais il n'y a pas d'engagement de la part d'Alpine pour les saisons 2023-2024, ce qui va pousser encore un peu plus la méfiance et la défiance du clan Piastri. Mai 2022, Alpine se réveille et propose à Piastri un contrat de 4 années, dont 2 années maximales de prêt du côté de chez Williams. À ce moment-là, les perspectives à court et moyen terme du clan Piastri au sein d'Alpine sont vagues, sont floues et encore une fois, la frustration va être de plus en plus importante. Juin 2022, au sein d'Alpine, on commence à acter le fait que Fernando Alonso devrait être prolongé. Pour 2023, ça paraît sûr, voire pour 2024 avec une option. À ce moment-là, Oscar Piastri comprend qu'il n'a pas d'avenir à court terme au sein de l'écurie et il commence à discuter avec McLaren. Le 4 juin est signé un accord entre Piastri et McLaren qui ne stipule pas qu'Oscar Piastri sera titulaire dès 2023 chez McLaren, mais plus avec une option pour 2024, une certitude pour 2024 et quid de savoir pour 2023. Et juillet 2022,
le 4 juillet plus précisément, Oscar Piastri signe un accord avec McLaren où il est stipulé cette fois-ci qu'il sera bien titulaire dans la voiture dès 2023 à la place de Daniel Ricciardo. On a résumé les faits, les gars. Parlons maintenant de l'impression. Est-ce qu'Oscar Piastri, comme on peut le lire un petit peu partout sur les réseaux sociaux, comme on peut l'entendre chez certains journalistes français, est-ce qu'Oscar Piastri a trahi pour vous Alpine ? Au vu des récents éléments, je parle comme un juriste, mais au vu des récents éléments qu'on a eu à disposition, je trouve que non. Au début de l'été, je me disais que oui, parce qu'on se disait quel culot, quelle insolence. Maintenant qu'on sait le déroulé des choses, moi je trouve que non, parce que, à mon sens, je suis pas dans le secret des dieux, mais à mon sens, Alpine a voulu créer sa vision parfaite des choses à 5 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on veut garder Fernando et nous aider de développement. Donc, on va lui imposer notre durée de contrat qui va être corrélée au temps où on va se permettre de placer Piastri chez Williams. À savoir, ce ne sera pas plus de 2 ans, donc 1+1 dans le contrat d'Alonso. Et derrière, on va dire à Piastri que ce sera 1+1 chez Williams pour le faire remplacer en 2024 ou 2025. En 2023-2024. Ça veut dire que Alpine a considéré qu'il pouvait jouer avec la carrière de 2 pilotes qui ont leurs états d'âme et ont forcément aussi peut-être leur mot à dire là-dedans. Et qui se sont dit, en faisant ça, qu'ils pouvaient se permettre de ne pas barricader les contrats et que les deux accepteraient cette vision des choses. Il y a quand même une forme quand même de prétention et de suffisance à penser que tout le monde va dire oui et amen à ce genre de choses. Donc, si on se met du côté d'Oscar Piastri, il signe un contrat le 4 juillet avec McLaren. Le 4 juillet, Otmar Szafnauer est à Silverstone et Otmar Szafnauer est en négociation avec Fernando Alonso. Quand tu es Mark Webber, que tu es l'agent d'Oscar Piastri, quand tu es Oscar Piastri, que tu as gagné la F2, et que tu sais en interne que ton écurie veut prolonger Alonso, qu'on veut te mettre chez Williams, et que McLaren te fait les yeux doux, je vois pas en quelle année c'est trahir que de penser à ta carrière quand ta propre maison ne le fait pas, ou en tout cas privilégie un mec qui a 41 ans, certes performant, mais ne pense pas à toi et te met en fait dans un baquet où tu vas, entre guillemets, moisir en fond de grille. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de trahison, il y a simplement un mec qui a voulu prendre en main sa carrière au vu du fait que ceux qui l'ont géré jusque-là ne le faisaient pas, en tout cas pas assez bien à son goût. Est-ce qu'il y a trahison, Hamza ? C'est pas qui voulait prendre en main sa carrière, c'est pas nouveau, parce que on aurait pu faire effectivement la même analyse il y a un mois ou il y a un mois et demi quand c'est sorti. Toi, tu parles de l'état d'esprit d'Alpine qui essaye de maîtriser la carrière de 2 pilotes. Moi, l'état d'esprit d'une écurie, elle fonctionne de la manière qu'elle veut. Moi, je suis personne pour. Par contre, sur le manque d'organisation, oui. Moi, les informations qui sortent de différents médias et de différents journalistes étrangers, pour moi, ils sont accablants sur l'organisation d'Alpine. Accablant. Quand tu as un pilote que tu lui promets 2 contrats, parce qu'ils se mettent rapidement d'accord avec Weber, signer 2 contrats différents, un pour pilote réserve 2022, un pour titularisation à partir de 2023, au mois de novembre, tu promets ça à ton jeune pilote et donc son entourage, en l'occurrence son agent, et que le contrat, quand tu arrives à Bahreïn, 4 mois plus tard, il n'y en a aucun des deux qui est signé alors que la saison est censée débuter et que ton pilote n'est même pas assuré contractuellement d'être le pilote réserve, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que pendant cette photo-là, il n'était pas. Non, il n'avait pas signé. Il n'y a pas de contrat. Ouais, il y a pas de contrat. Là, il bosse au black ce soir-là. non, mais, je vous rappelle qu'on y est, on est au mois de janvier, février. Ouais, fin février. Que là, Oscar Piastri, c'est bénévole. Enfin, Exactement. je veux dire, voilà. C'est drôle comme voilà. Après, encore une fois, moi, je pars du principe que les informations, enfin que les journalistes et que les médias étrangers qui sortent ces informations, c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vues en France. Ça a été traduit sur motorsport.com notamment. Mais ces informations, moi, je suis ces informations. Si Alpine demain arrive avec une contre-communication et dit c'est totalement faux, le problème c'est qu'Alpine ne parle pas. C'est exactement ça. Otmar Szafnauer, c'est celui qui parle, c'est celui qui est envoyé au feu. Szafnauer, il est arrivé chez Alpine en début d'année. Donc le début des négociations avec Oscar Piastri, il n'était pas là.
Et la relation entre Alpine et Piastri, on l'a compris avec le tableau et ses 5 actes, avant que Otmar Szafnauer ne prenne place et position au sein d'Alpine, il y avait déjà la friture sur la ligne entre l'écurie et le clan, bien sûr, du côté de Piastri. Mais tu as raison de le préciser, juste une chose, on n'a aujourd'hui que la version d'Oscar Piastri. La seule communication faite par Alpine jusqu'à présent, c'est ce fameux communiqué qui prend acte de la décision du CBR. Vous reconnaissez ce monsieur à droite ? Oui, Laurent Rossi. Ah, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que j'avoue que j'ai du mal à le reconnaître. Et c'est vrai qu'on a même l'impression, aussi bien dans le dossier Fernando Alonso qu'Oscar Piastri, que Otmar Szafnauer a été complètement mis entre guillemets à porte-à-faux. C'est-à-dire qu'il n'était pas au courant des décisions, enfin en tout cas. Donc celui qui a c'est le moins au courant qui est le plus en première ligne pour assumer tout ça. Celui qui a des relations tendues avec Fernando Alonso, c'est lui qui se charge des négociations. Celui qui est arrivé après le début des négociations avec Piastri, c'est lui qui est chargé. À un moment, il y a pas mal. Le fonctionnement d'Alpine, honnêtement, j'essaie de mettre du mien. Je n'arrive pas à comprendre. Il va juste, par souci d'honnêteté et par rapport à ce qu'on disait notamment la semaine dernière, on a laissé sous-entendre, en tout cas moi, je voulais y croire parce que c'est mon esprit un peu taquin, que il y a une collusion Fernando Alonso, Mark Webber. Toi, tu parlais même de Flavio Briatore dans ce cas-là. Aujourd'hui, on apprend que Piastri, le contrat a été signé le 4 juillet, donc. C'est à exclure. Moi, en tout cas, j'exclus totalement la connivence entre Mark Webber et Fernando Alonso sur la gestion Piastri-Alonso et dans la volonté peut-être de mettre à mal Alpine. Mais Alonso était peut-être au courant. Hein. Mais tu vois, quand tu sais que le mec... il n'a aucun intérêt, à partir du moment où il est au courant le 4 juillet, ça le met lui en position de force, mais justement, il aurait intérêt à faire fuiter l'information. Piastri s'est engagé chez McLaren pour lui être publiquement en position de force à sa Alpine. Et tu vois, quand tu sais que Piastri n'a reçu son contrat... quelques jours avant le début de la saison, quand tu sais qu'on lui parle d'Alonso et qu'on lui propose pas ce qu'il faut, quand tu sais qu'avec Williams ça prend du temps, en fait, quelle confiance le clan Piastri, c'est-à-dire Piastri et Webber, vont avoir dans ce fil-là en Alpine. À quel moment ils doivent pas se dire écoute, faut qu'on prenne les choses en main de nous. On en revient exactement à ce que disait la déclaration que tu lisais de Fernando Alonso la semaine dernière. Le problème de confiance des pilotes, des deux pilotes en l'occurrence en négociation, envers leur écurie. Bah oui. Moi, que tu n'aies pas confiance envers ton employeur, quand tu es en phase de négociation, effectivement, je trouve ça problématique. Et encore une fois, alors nous, je le répète, on prend les informations des médias étrangers. En tout cas, il y a le CRB qui s'est prononcé et qui a demandé à Alpine de payer l'intégralité des frais juridiques, y compris ceux de McLaren. C'est-à-dire qu'ils ont dû rire en voyant le contrat. Aux yeux du CRB, effectivement, aux yeux du CRB, il n'y a pas de contrat en fait. Il n'y a pas de contrat, c'est Alpine qui est 100% responsable de la situation d'imbroglio. Et moi, je vais même aller plus loin. Est-ce qu'Alpine n'est pas volontairement allé du côté du CRB tout en sachant que le contrat, il n'y avait pas de contrat et que, en l'occurrence, Piastri était perdu chez McLaren. Pas forcer la main, mais en termes de communication, publiquement, parce que fin juillet, Alpine, on les tourne presque tous en ridicule. Ils ont perdu Alonso, ils ont perdu Piastri. À ce moment-là, Alpine est dans une sauce médiatique. Si en plus tu apprends que... C'est pire maintenant. Non, parce qu'il y a un mois qui s'est écoulé. Il y a un mois qui s'est écoulé où tu arrives dans une situation où il y a plusieurs journalistes qui vont publiquement mettre à mal la version Oscar Piastri, qui vont aller dire Piastri c'est pas très gentil alors que Alpine s'est investi pour toi, ce qui est vrai. Je sais pas si ça n'a pas permis finalement de diluer un peu la faute d'Alpine, surtout que maintenant on est quand même en Grand Prix, en phase de Grand Prix avec l'accumulation des Grands Prix. Il n'y a pas un mois où pendant un mois tu tapes sur Alpine, tu tapes sur Alpine, tu tapes sur Alpine. Moi je vais aller plus loin que toi. Moi je me demande si ce fameux communiqué d'Alpine, on a fait un space ce jour-là, quand Alpine communique sur la titularisation d'Oscar Piastri alors que selon Mark Webber et même selon McLaren, le board d'Alpine était apparemment prévenu qu'Oscar Piastri avait un accord avec McLaren. Est-ce qu'il n'y a pas la tentative ou la tentation d'ouvrir un contre-feu du côté d'Alpine et mettre McLaren à mal, puisque Ricardo, à ce moment-là, n'était pas au courant, même si on lui avait dit qu'on réfléchissait à plusieurs plans pour 2023, Ricardo n'était pas au courant qu'il y avait un accord avec Piastri. Il y a un tel manque de communication au sein de certaines personnes chez Alpine qui fait qu'aujourd'hui, si le départ d'Alonso était su par certains et pas par d'autres, et si le départ de Piastri était su par certains et pas par d'autres, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème de connexion entre les personnes importantes de cette écurie. Qui te dit qu'aujourd'hui, le mec qui a posté le tweet, c'est pas un mec qui était pas au courant du fait que Piastri
qui a ordonné le post du tweet. C'est pas un mec qui était pas au courant. Il y a quand même un communiqué. Je pense qu'à ce moment-là, tu vas quand même prendre. Tu publies pas un communiqué pareil sans avoir l'aval de tes boss. Est-ce que tu penses que Otmar Safnauer, Laurent Rossi, Lucas Demeo ou David Debriviu, tout ça, est-ce que tu penses qu'ils ont aujourd'hui, sur le déroulé de la saison, accès tout le temps aux mêmes informations? Excuse-moi, moi je suis même pas pour caricaturer à l'extrême le plus total. Si aujourd'hui le CM d'Alpine pond un communiqué, c'est pas le CM, c'est l'attaché de presse qui valide avec, ou même l'attaché de presse. À un moment, il y a quand même validation. J'ose espérer, parce que ça sinon c'est dramatique si c'est le cas. Moi j'aimerais juste revenir sur un point parce qu'on en a pas parlé. Mais Oscar Piastri, il a parlé sur le site officiel de la Formule 1, F1.com. Oscar Piastri, il a dit que Mark Webber et donc Piastri, donc le clan Piastri, a prévenu Alpine de sa signature chez McLaren début juillet. Ce qui veut dire qu'Alpine a sciemment menti publiquement et que Safnauer ment publiquement depuis 2 mois en disant, ou depuis un mois et demi, lui il est pas au courant, en disant non mais Piastri dit qu'il a prévenu Alpine et notamment Safnauer. Et quand Safnauer vient prévenu, par exemple Laurent Rossi et quand Otmar Safnauer, c'est ce que dit Piastri, Otmar Safnauer vient féliciter publiquement Oscar Piastri dans la structure Alpine devant les employés en disant félicitations, tu es notre pilote titulaire la saison prochaine. Piastri il est gêné, il a pas envie de mettre en porte-à-faux Alpine et son patron. Mais du coup, qu'est-ce que fait Oscar Piastri? Il dit timidement merci, etc., etc. Enfin, c'est ce que je dis. Je vous invite à aller voir l'article et l'ITV d'Oscar Piastri. Là, c'est de la malhonnêteté. Parce que si toi tu préviens, si moi je te préviens, Brice, t'es mon patron, je te préviens, Brice, que moi l'année prochaine je suis plus chez les pistonnets, et que toi 1 mois plus tard tu viens devant Manu et tu dis félicitations pour, je sais pas, ta prolongation de contrat. Moi, je te prends. Enfin, il y a une malhonnêteté quelque part, et la malhonnêteté, elle vient de toi. Donc là, en l'occurrence, la malhonnêteté, elle vient de la personne haut placée chez. Est-ce que Safnauer avait les bonnes infos? Ça, c'est la question qui. Non, mais il a été prévenu par Piastri. Bien sûr, mais le clan Piastri a prévenu Alpine. Qui a été prévenu chez Alpine? Ça, pour le moment, on ne sait pas. Si Piastri a prévenu Safnauer. Alonso, si je te rappelle l'épisode Alonso aurait prévenu ses mécaniciens, Laurent Rossi, etc., mais n'en avait pas parlé. Donc on va aller plus loin. Si le clan Piastri. Là, on est dans la fiction. Va voir Laurent Rossi le 4 juillet ou début juillet. Lui dit j'ai signé un contrat chez McLaren, l'année prochaine c'est terminé. Et que entre le 4 juillet et le 1er août, 2 août, personne ne prévient Safnauer. C'est encore plus grave que ce que je pensais chez Alpine. Mais alors moi maintenant j'ai une question plus globale. Qui dirige cette écurie? Qui a le final word des choses? Mais vous savez les gars, qui fait quoi? Je pense que malheureusement, et c'est ce qu'a dit Hamza tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de communication du côté de chez Alpine, aujourd'hui on peut se poser plein de questions, on peut tirer plein de conclusions. Moi ce que je vous propose, et c'est ce que je propose, parce que je sais qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens d'Alpine qui nous regardent, que Laurent Rossi vienne sur ce plateau, qu'on discute du projet Alpine de manière intelligible. Et qu'on comprenne en fait. Et voilà, et qu'il y ait des réponses entre guillemets de la part du board d'Alpine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent, et je pense qu'on pourrait passer des heures à se poser des questions ou à tirer des conclusions sans avoir d'informations, et c'est important. Nous on est prêts à donner la parole, en tout cas à Laurent Rossi. Et nous on n'a pas envie de tirer sur Alpine, on veut comprendre. Exactement. On veut comprendre ce que fait Alpine. Sur Alpine ou toutes les écuries moi aussi. Et la base quand même de la compréhension, c'est la communication. Si aujourd'hui vous ne voulez pas communiquer, que ce soit avec nous ou avec d'autres, c'est normal qu'on ne comprenne pas et que du coup on se pose des questions, quitte à se dire mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Exactement. Donc à un moment donné on essaie de justement Vas-y. Piastri a-t-il trahi Alpine? Pour moi, Oscar Piastri n'a rien à se reprocher. Ah mais je suis d'accord. Quand Safnauer dit Piastri a manqué d'intégrité, moi je dirais plutôt qu'Alpine a manqué de compétences dans la gestion de ce dossier. Ça n'engage que moi. Mais très rapidement, regardez les gars, les réactions dans le paddock quand même, qui ont été assez fortes de la part d'anciens pilotes, de la part d'actuels patrons d'écurie. On a l'impression que Piastri a été sous le feu des critiques et que quelque part, ce cas inédit d'un pilote qui refuse de piloter pour l'écurie mère de sa Driver Academy a pu choquer. Jenson Button nous dit en Formule 1 on ne peut pas se faire d'ennemis aussitôt. Toto Wolff, on l'avait déjà dit, qui dit moi je crois au karma et à l'intégrité. Pierre Gasly qui dit c'est quand même audacieux de refuser Alpine. Helmut Marko qui explique c'est beaucoup d'excitation pour un pilote qui n'a même pas participé à une séance de F1. Il se met beaucoup trop la pression. On l'a entendu, on l'a compris qu'il a géré sa carrière, comme l'a très bien dit d'ailleurs Nico Rosberg. Il gère sa carrière, Oscar Piastri, c'est aussi un business, etc., etc. Mais est-ce que là, avec ce cas inédit, est-ce que on peut comprendre que ça puisse choquer au sein de la sphère F1 par rapport à la culture et l'histoire de la Formule 1? Ça peut choquer. Mais oui, c'est ça. Ça peut choquer. Il y a un mois, on était nous-mêmes les premiers surpris quand tu refuses Alpine. Tout à fait. On le disait à l'époque, qui était la 4e force aujourd'hui du plateau, pour aller chez McLaren.
c'est quand même gonflé et culotté. La déclaration, je ne sais pas la temporalité de toutes les déclarations, en tout cas celle de Toto Wolff, c'était avant. Depuis vendredi, il y a des informations qui arrivent et qui mettent quand même clairement en porte-à-faux la gestion du cas Piastri par Alpine. Que des patrons d'écurie disent ça, moi ça m'étonne pas parce que eux en fait ils préparent leur plan à long terme sur le fonctionnement de leur filière. Toto Wolff a mis George Russell pendant 3 ans chez Williams et a dû convaincre Toto Wolff de rester George Russell de rester calme chez Williams pendant 3 ans. Si aujourd'hui on a une jurisprudence où tu as un mec qui fait ça, aujourd'hui tous les patrons d'écurie sont peut-être plus fébriles à l'idée de se dire mais attends, le plan que j'avais de mettre ce mec là 2 ans là pour le faire monter là pour que lui aille là après, derrière forcément il y a une jurisprudence qui va donner plus de liberté et plus d'audace aux pilotes qui arrivent si ils ont des sollicitations et qui peut justement mettre en branle des filières ou des écuries sœurs comme Williams avec Mercedes. Tu soulèves un point important. La question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce qu'un pilote qui est soutenu par une écurie lors de ses jeunes années en formule de promotion doit rester coûte que coûte au service de cette dite équipe. Est-ce qu'Oscar Piastri aurait dû rester dans l'environnement Alpine, même s'il n'y avait pas une place de titulaire? Peut-être qu'on crée quelque chose, peut-être qu'on crée une sorte de dédommagement automatique s'il n'y a pas pilotage. Comme la prime à la formation, par exemple, pour un joueur qui a été formé en foot. C'est quand même pas la même chose. Enfin, il y a beaucoup, je pense, plus d'investissement sur un pilote en particulier pour le faire rouler dans des catégories jeunes que sur un centre de formation footballistique où au final, comment vous expliquez les réactions? Je parle pas des réactions sur les réseaux sociaux parce qu'il y a forcément le prisme franco-français, mais même la réaction de grands journalistes, qu'ils soient français ou étrangers, et qui n'arrivent pas justement à comprendre, qui parlent de défiance, qui parlent de trahison. Comment on l'explique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher justement dans la culture F1, dans ce nouveau phénomène qui arrive et qui a l'air d'inquiéter? Toto Wolff s'est encore exprimé. C'est le romantisme à la Cyril Abitboul. C'est le côté je t'ai pris sous mon aile et tu me la mets dans l'os. Alors qu'au final, la F1 est impitoyable. On sait qu'elle est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui les écuries telles qu'Alpine et Ferrari ne sont pas au top, tu vois. Si la F1 est si impitoyable que cela, si Alpine considère que la situation contractuelle d'un de leurs pilotes, pour ne pas dire de 2 pilotes, Fernando Alonso et Oscar Piastri, n'est pas suffisamment importante pour être traitée dans un délai plus court, pourquoi est-ce que tu vas aller reprocher à Piastri d'être soi-disant impitoyable dans ce monde de requins sous prétexte qu'il a été soutenu par Alpine dans ces années, et il a été soutenu par Alpine lors de ces années de formule de promotion. À un moment, si Alpine estime que la priorité, ce n'est pas la gestion contractuelle des pilotes, ils ont tout à fait le droit de le penser. Mais en tout cas, on ne peut pas reprocher à un pilote de prendre en main sa carrière. Tu comprends davantage les réactions d'Oscar Piastri et d'Alonso quand ils disent qu'ils n'ont pas senti la considération. Si au final, les mecs ne proposent même pas de contrat à temps et que ils jouent sur 2 tableaux à la fois. Mais 9 mois pour proposer un contrat à ce que tout le monde qualifie comme la nouvelle promesse de la Formule 1. C'est ce que dit notamment Nico Rosberg. Regardez plutôt avec cette déclaration le célèbre youtubeur qui n'est pourtant pas invité au Grand Prix Explorer, qui disait ceci: Alpine a vraiment fait un très mauvais travail, c'est vraiment incroyable pour une écurie aussi médiatisée de le gérer si mal en investissant tant de millions dans la carrière de Piastri pour ne pas l'avoir verrouillé dans un contrat et pour qu'il parte et accepte une offre de McLaren. C'est juste une erreur sur le plan juridique. Quand vous avez un jeune pilote comme lui, vous devez le rendre absolument intouchable. Ils auraient dû lui faire signer un contrat pour 5 à 10 ans. Je ne peux pas croire qu'ils aient laissé des failles là-dedans. La F1, c'est aussi un business, et pour Oscar, quand l'opportunité s'est présentée, il a dû la saisir. Je vais rebondir sur un truc pour essayer de voir si le prisme de la trahison est franco-français ou pas. On va prendre le truc en sens inverse. Si aujourd'hui, certains peuvent considérer qu'Oscar Piastri a trahi Alpine, est-ce que vous considéreriez que Théo Pourchaire trahirait Sauber en partant chez Alpine dans si Sauber ne lui propose pas de contrat et qu'il arrive à trouver un baquet quelque part? Tout le monde dirait genre Théo il s'est démerdé, il a réussi à trouver un baquet. Là c'est parce que ça concerne Alpine et que Piastri a dit vous me trouvez pas de place comme ça, concrètement je vais trouver quelque chose moi-même. Donc est-ce que c'est pas le prisme de vision? Ils n'ont pas trouvé de place. De ce que l'on comprend, Alpine a trouvé le volant chez Williams. C'est juste que, comme tu parlais, je pense que c'est limite Williams McLaren. Oui, non mais déjà, et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, aussi bien pour Alonso que pour Piastri, que c'est plus une histoire de considération, complètement, effectivement, plutôt que de projet sportif. De forme plus que de fond. Guan Yu Zhou était le pilote Alpine jusqu'à Oscar Piastri en termes de numéro 1 à placer. Aujourd'hui, ils ont placé Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo. Ça c'est mal fini. Et aujourd'hui, Guan Yu Zhou, s'il est viré par Alfa Romeo, plus de soutien d'Alpine. Donc, aujourd'hui, s'il l'avait placé chez Williams, est-ce qu'il aurait eu la certitude d'avoir autant de chapeautage comme le peut le faire Toto Wolff, par exemple, avec ses pilotes,
que, en étant placé chez Williams. Je pense pas. Je pense qu'il aurait mis chez Williams et derrière c'est démerde-toi mon coco. Parce que justement, il n'y a pas de lien entre Alpine et Williams, il n'y a pas de lien entre Alpine et Alfa Romeo, et que quand ils placent un pilote dans ces écuries-là, ils n'ont plus la main sur leur carrière derrière. Ils doivent se séparer du contrat ou en tout cas perdre une certaine latitude vis-à-vis de ça. Les pilotes peuvent avoir confiance par exemple en Mercedes parce que justement Toto Wolff va être investi dans le fait de faire cette balance, faire ce switch. Esteban Ocon a gardé confiance en Mercedes et Toto Wolff a placé Esteban Ocon avec Renault, avec un accord. Il y a des mecs qui, justement, dans la manière de gérer leurs pilotes, gardent toujours l'œil et la main sur eux. Et aujourd'hui, Toto Wolff, je crois qu'il est encore le manager de Valtteri Bottas. C'est plus directement. Mais c'est lui qui a aidé au placement de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Chez Williams d'abord et ensuite. Donc, comme on en parlait, la notion d'appréciation, de considération, d'amour ressenti, elle est importante. Il n'y a aucun pilote aujourd'hui qui n'a, entre guillemets, trahi Toto Wolff. Nick De Vries est toujours là, derrière Toto Wolff, assis à attendre une opportunité et un baquet, alors que lui aussi était champion F2 parce qu'il a inspiré certainement plus de confiance qu'Alpine en les pilotes qu'il suit. On parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de considération dans ce débat, mais il y a aussi également une affaire de gros sous. Et pour revenir à ce que tu disais, Brice, tu disais est-ce que c'est pas un prisme franco-français de toujours parler de trahison de la part d'Oscar Piastri à Alpine? Mark Webber excusez-moi, exprimé sur ce sujet. Si Mark Webber a pris la parole, on va dire à l'international, c'est preuve que ce n'est pas forcément un prisme purement français. Est-ce que Piastri justement est redevable de l'investissement financier d'Alpine? Parlons d'une question morale. Réponse de Mark Webber: les chiffres ont vraiment été gonflés, c'est hors de proportion. La pause estivale a donné aux gens de spéculer sur des millions et des millions et des millions. Ce n'est certainement pas ça. Dans les catégories juniors, Oscar a également obtenu de bons prix pour avoir remporté ses championnats en dehors de l'investissement d'Alpine. Ainsi, plus de 80% du budget a été fourni par des sponsors extérieurs et la famille d'Oscar pour sa carrière junior et l'académie. Il est donc également important d'avoir un peu de contexte. Est-ce que c'est pas ça aussi l'un des arguments, même s'il y a une très bonne réponse de la part de Mark Webber, est-ce que l'argument, justement, on sait que le sport automobile coûte très très cher et qu'Alpine a financé une partie de la jeune carrière d'Oscar Piastri, est-ce que ça peut justement renforcer pour vous est-ce que ça peut vous faire comprendre ou faire concéder l'aspect trahison? Non, parce que tant qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de trahison. En fait, si l'investissement que tu as mis en Oscar Piastri est important à tes yeux, tu lui blindes son contrat. La déclaration de Nico Rosberg du début à la fin. Ouais. C'est ça. Tout est dit. D'accord. Tu crois que parce que tu as fait ça, tu peux te permettre de ne pas avoir de contrat et qu'il aura une espèce d'amour tacite envers toi qui va faire que non, dans tous les cas, même si je n'ai pas de contrat, je vais attendre que vous m'en proposiez un. Le fameux accord verbal. Mais attends, il y a 20 baquets, il y a des millions de gens qui aimeraient avoir ces 20 baquets. À quel moment il est redevable de quoi que ce soit s'il n'a pas le contrat qui lui dit OK, on met autant sur toi, par contre, durant les 5 années-là, tu es en exclu chez nous. Il n'y a pas ça. Et en plus de ça, il ne s'occupe pas réellement de lui en n'étant pas encore garanti de proposer le baquet Williams. C'est pas garanti à ce moment-là. Donc, le gars, le 4 juillet, il a aucun contrat, il a une proposition peut-être pour Williams, et il y a McLaren qui vient le baquet voir. Williams, c'est garanti au mois de mai. Cet accord, cette proposition qui est faite de 4 ans. Il a un contrat? Ah oui, il y a une proposition de contrat de 4 ans, c'est ce qu'on a rappelé dans les faits. Oui, qu'il n'a pas signé. Qu'il n'a pas signé. Ok, donc il devait déjà discuter avec McLaren. C'est qu'il y avait déjà de la défiance. Oui, mais alors du coup, ici son contrat McLaren, il est du coup hors d'engagement. À quel moment il est redevable? Les gars, ouvrons un peu le spectre. On a bien compris, pour les pistonnés, il n'y a pas de trahison de la part d'Oscar Piastri vis-à-vis d'Alpine. Ouvrons le spectre un petit peu justement sur cette question de l'affaire Piastri. Est-ce qu'il y aura un avant? Est-ce qu'il y aura un après? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle tendance? Regardez plutôt avec cette déclaration de Toto Wolff qui a décidément beaucoup pris la parole sur le sujet. Ça, c'est une déclaration qui date de ce week-end après les nouveaux éléments dans cette affaire. Ce que je défends vraiment, c'est que nous tous, constructeurs, investissons beaucoup d'argent dans nos programmes juniors. Dans certains cas, c'est peu d'argent, dans d'autres, c'est beaucoup d'argent. George Russell et Esteban Ocon, nous les avons financés depuis longtemps. Savoir maintenant qu'un précédent a été créé, que si vous êtes malin, vous pouvez vous en sortir, c'est quelque chose qui n'est clairement pas bon pour l'industrie. Déclaration intéressante de Toto Wolff qui pose beaucoup de questions. Regardez plutôt avec ce tableau. Ouvrons encore une fois un petit peu la lorgnette et allons un petit peu plus loin dans le débat. Est-ce qu'on va avoir affaire à une révolution, à une jurisprudence Piastri en Formule 1? On rappelle que ce cas est sans précédent, bien sûr, dans la discipline. Est-ce qu'on n'est pas vers une footballisation du marché des prospects avec des sportifs qui font leur formation dans certains girons et qui vont aller après, une
fois qu'ils ont pris de la valeur, débuter dans d'autres girons. Est-ce qu'on n'est pas vers une remise en question avec les propos de Toto Wolff justement du travail et de la mission des drivers académiques qui coûtent très très cher et où on voit qu'il y a quand même peu d'élus? Et qu'est-ce que ça dit surtout de l'évolution de la Formule 1? Et puis, pour aller encore un peu plus loin, est-ce que Piastri peut être un bon exemple, on va dire une nouvelle façon de voir en Formule 1, ou est-ce que c'est juste un cas particulier? Parce qu'on rappelle quand même qu'Oscar Piastri, c'est pas n'importe qui, c'est la plus grosse cote de sa génération, celui qui est présenté comme le nouveau phénomène, que la gestion d'Alpine, vous l'avez répété, pose énormément de questions, et que, quelque part, c'était aussi bien sûr une opportunité de marché, Oscar Piastri, parce qu'on sait son salaire va être faible et que par exemple McLaren va largement baisser sa masse salariale avec le départ de Ricciardo et l'arrivée d'Oscar Piastri. Faut le payer, Ricciardo. Ils vont payer une saison, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un line-up qui te coûte moins de 10 millions d'euros. Là où voilà. Avec la déclaration de Toto Wolff, c'est que lui, alors, il voit le prisme Toto Wolff, il voit le prisme Mercedes, et il part du principe que si lui, ça lui arrive, effectivement, je peux comprendre sa frustration. Sauf que lui, ça ne lui arrive pas. Pour toutes les raisons que tu as expliquées tout à l'heure. Il dit dans la déclaration, excuse-moi, je ne l'ai pas mis dans la déclaration, mais il dit aussi que des vices de forme dans un contrat, dans des vices juridiques, il peut y en avoir partout et que ce n'est pas uniquement réservé à Alpine. Alors, est-ce que c'est une réponse de politicien? Dans ces cas-là, tu payes les meilleurs juristes qui ficellent les contrats, des contrats blindés. Est-ce que c'est pas aussi important que d'un bon ingénieur? Ah oui. En fait. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, toute la structure de ta boîte, elle fonctionne pas en petits coins, elle fonctionne en global. Moi, je comprends Toto Wolff par rapport à son prisme Mercedes et l'importance d'avoir ses pilotes placés comme il le souhaite. Mais par contre, faut pas qu'il oublie que ces pilotes, si dans sa tête c'est des pions, en réalité c'est des mecs qui aspirent à avoir une carrière. Et que si lui les bouge entre guillemets comme il le souhaite, eux à un moment donné ont peut-être aspiration à d'autres choses que ce que eux a prévu pour lui. Regarde Esteban Ocon quand il se retrouve sans baquet. Oui, mais il a fait le taf pour lui donner un baquet derrière. Oui, mais en l'occurrence, c'est un an perdu. Mais s'il n'avait pas trouvé ce baquet, est-ce qu'Esteban Ocon, à un moment donné, ne se serait pas rebiffé avec ses agents et n'aurait pas essayé de trouver quelque chose par lui-même? C'est une possibilité. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question, les gars des académies? Le cas Pierre Gasly, dont on a beaucoup parlé, c'est un vrai débat, qui est bloqué bien sûr pour monter chez Red Bull, à qui on conseille de sortir du giron Red Bull pour voir évoluer sa carrière. Ouais. Carlos Sainz, on évoquait, il y a plein comme ça. De Vries, il est en académie Mercedes depuis longtemps. J'en ai. Alors là, tu me poses une colle. Mais si jamais De Vries est en académie Mercedes depuis la F2. Au final, qui a raison entre Piastri et De Vries? Non, mais il faut qui a raison de faire ce qu'il fait? Moi, je pense. Alors là, c'est un débat beaucoup plus profond, mais est-ce qu'il faudrait pas tout simplement supprimer les filières jeunes? Est-ce que tu vas pas créer une sorte de bourse collective où toutes les écuries vont mettre un peu d'argent pour avoir une sorte de centre de formation géant? Je sais pas comment. Il s'appelle la F2. En fait, ce qui voudrait dire que quand tu es champion F2, par exemple, tu as un budget. Mais en fait, t'as la F2, avant la F2, tu as la F3, tu as les formules encore de promotion en dessous. C'est compliqué, effectivement. Le financement de la carrière d'un pilote ne commence pas forcément en F2. Elle peut commencer en F3, elle peut commencer en Formule Renault, elle peut commencer en F4 à Dakar allemande. Enfin, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir cette situation, on revient à la F2, nous permettrait de ne pas avoir un pilote F2 sans baquet, un pilote F2 bloqué parce qu'il appartient à une académie. Ça va faire 2 ans de suite quand même que le champion F2 est celle il y a 4 ans. Du coup, donc 3 ans sur 5, pour des raisons, le champion F2 monte pas. Pour des raisons différentes. Pourquoi? Parce que la saison dernière, Oscar Piastri n'avait pas de volant chez Alpine alors qu'il faisait partie de l'académie Alpine. Et aujourd'hui, Felipe Drugovich n'aura pas de baquet parce qu'il n'a pas d'académie. Est-ce qu'il y aurait pas, parce que là, il y a pour moi une grosse faille dans le système, c'est quand tu vas chercher, on en parlera tout à l'heure de Colton Herta, mais quand tu es intéressé par le 10e du championnat IndyCar alors que tu as le champion F2 qui n'a pas de baquet, pour moi, il y a un problème. Mais oui, il y a clairement un problème de vision du pilote qu'on doit mettre, qui joue par rapport au marché pénétré, déjà, parce que les US intéressent plus que le Brésil, visiblement, du côté de Red Bull, sachant que c'est pas le pilote américain le mieux placé en IndyCar. Non, mais ça, moi j'en parlerai tout à l'heure. Il a même pas sa super licence. Ouais. Parle-en maintenant. Mais par contre, Drugovich n'intéresse pas. Quand tu te dis que la séance de FP1, et on va revenir aux filières justement, à Spa a été dans l'AlphaTauri faite par Liam Lawson, qui n'est que, excusez-moi, c'est pas gentil, 8e du championnat F2, mais parce que c'est le premier de la filière Red Bull, et que du coup, si un baquet se libère
c'est chez AlphaTauri par rapport à Tsunoda et que du coup, on va peut-être prendre, à cette époque-là, Liam Lawson, ça veut dire que le mec le mieux placé pour monter en F1, c'est le 8e du championnat F2 à ce moment-là. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est pas une question de formatage ? Est-ce que c'est pas une question de formatage ? On en a parlé justement avec certains managers de jeunes pilotes qui nous expliquaient que parfois, si tu as passé un petit peu trop de temps en F3 ou si tu as passé un petit peu trop de temps en F2, ce qui est le cas notamment par exemple de Nyck de Vries, eh bien quelque part tu n'existes plus aux yeux des décideurs de la Formule 1. Joe a fait 3 ans en F2. Mais Joe a d'autres arguments. Voilà, donc on en revient au fait qu'aujourd'hui, quand tu es en F2, si tu es dans les 10 premiers du classement, selon ta situation et la situation des écuries avec lesquelles tu es lié, tu peux monter, mais sans aucune notion réellement de mérite. Tu montes par rapport en fait, à une opportunité qui va se débloquer, par rapport à un budget que tu peux amener, ou alors par rapport à un jeu habile entre deux écuries qui vont dire si tu fais monter ça, mais moi je mets ça. Enfin bref, il n'y a plus de notion de mérite. Aujourd'hui, est-ce que la FIA n'est pas capable de mettre en place un système où effectivement chacun apporte une petite pierre à l'édifice pour faire en sorte que le champion de Formule 2, dans tous les cas, il ait un baquet l'année d'après. Et puis quand il arrive, le champion F2, il est attractif. Oui. Si demain t'as Alfa Romeo, il te manque un pilote, récupérer le champion F2, c'est attractif. Mais, si demain, ne serait-ce qu'en faisant financer son baquet par la FIA, justement, tu vois, le salaire est payé ou quelque chose comme ça. Ça permettrait à une écurie qui a pas assez d'argent d'avoir un pilote gratuit et un pilote comme une draft un peu. Voilà. Mais en fait, quelque chose comme ça, je dis pas que c'est facile à mettre en place, mais c'est déjà les écuries le voudront. C'est déjà 100 fois plus méritant que ce qui se passe maintenant. Où au final, tu parles de mérite, excusez-moi, mais Colton Herta, moi, ce qui se passe en ce moment, c'est scandaleux. Alors déjà, le problème de la super licence. Colton Herta n'a pas la super licence. D'accord ? Alors c'est un jeune pilote, il a 22 ans. Il n'a pas la super licence. On lui fait une dérogation. Il a 32 points sur 40 et on demande aujourd'hui une dérogation pour lui permettre d'arriver en Formule 1. Alors, 32 points sur 40. C'est comme si toi, demain tu passes le bac, tu as 8 sur 20 et on te dit tu vas pas au rattrapage. Allez tiens, dérogation, tu as le bac. Parce que tu représentes un marché intéressant. Oui, parce que t'es américain. Parce que t'es blond, t'as les yeux bleus. Tes 5 potes, tu pars en vacances, il y en a 4 qui ont le permis, pas l'autre. Manu par exemple. Mais comme le concessionnaire aime bien Manu, c'est à lui qui a filé la voiture, c'est Manu qui conduit. Ce qui est souvent le cas. Mais ça te rappelle rien. C'est aujourd'hui. Non, mais en fait, on parle aujourd'hui. Red Bull se décarcasse pour avoir un accord. Ils ont manifestement trouvé, selon Chris Medland, qui est un journaliste, l'accord avec Andretti et avec McLaren pour la signature de Colton Herta. Ils attendent la décision de la FIA concernant la dérogation qui devrait arriver normalement. En tout cas, c'est espéré du côté de Red Bull à Monza. Mais effectivement, offrir une dérogation pour un pilote qui a 32 points sur 40, il n'en a pas 39, il en a 32 sur 40, qui est, je crois, 10e du championnat IndyCar. Alors, je ne suis pas la IndyCar au quotidien. Vous allez peut-être me dire que Colton Herta, c'est un crack. Il a peut-être eu des abandons, 7 victoires en IndyCar, il a fait. Mais si tu veux, mais aujourd'hui, Colton Herta, si le 10e du championnat IndyCar est plus attractif que le champion de F2, qui serait du coup le pilote réserve d'AlphaTauri, puisqu'on parle aussi d'une signature jeudi dernier entre Drugovich et AlphaTauri, une rencontre, une réunion avec Helmut Marko samedi. Il y a des choses qui me dépassent complètement. Est-ce que c'est pas justement la preuve que les académies travaillent mal ? Tu l'as dit, Drugovich, qui n'a aucune académie, risque d'être champion de F2 et possiblement de ne pas avoir de baquet. Colton Herta, quelque part, c'est un aveu de faiblesse aussi de la part du junior team de la part de Red Bull. Encore une fois, les gars, est-ce que le problème, c'est véritablement la gestion du cas Piastri, etc., ou est-ce que c'est pas un problème de comment travaillent aujourd'hui les académies ? Mercedes, on a vu la vie de Toto Wolff, il y a un seul pilote entre guillemets qui est arrivé chez Mercedes en ayant fait partie de cette académie, c'est George Russell. Parce qu'il n'y a que 2 places. Oui, en même temps. Non, mais bien sûr. Non, mais t'as 4 baquets en soi avec Williams, tu vois. Et quelque part, c'est vrai que votre idée est très intéressante de financer, par exemple, le baquet du champion F2, etc., etc. Mais est-ce que les écuries mères ne veulent pas façonner aussi également leurs joyaux ? Un bon exemple, c'est Lando Norris qu'on a mis dans le simulateur dès 2018 pour commencer à préparer la nouvelle ère de McLaren. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a un règlement, la super licence. Soit tu supprimes la super licence et dans ces cas-là, tu peux apporter n'importe quel clampin qui va piloter en Formule 1, peu importe son niveau. Les gars, Nikita Mazepin, lorsqu'il arrive en Formule 1, il a la super licence. Ouais. Pas de beaucoup. Ouais. Mais il l'a. Alors, je suis pas en train de dire que aussi acheté je suis pas en train de dire que Mazepin est meilleur que Colton Herta. Absolument pas. C'est pas parce que aujourd'hui, Romain Grosjean, il a 0 points sur sa super licence. Ouais, complètement. Marcus Ericsson, il a 16 points, je crois, sur sa super licence. Je pense qu'ils ont prouvé. Et si tu veux apporter une éventuelle dérogation à la super licence, c'est sur des anciens pilotes F1, parce qu'ils ont prouvé. Mais un jeune pilote de 22 ans, surtout que le pire dans cette histoire dans cette histoire Red Bull, c'est qu'en IndyCar, ils ont un pilote qui a le même profil que Colton Herta et qui est passé par la filière de jeunes chez Red Bull. Il s'appelle Pat Howard. En 2019, alors pas longtemps, 6 mois, puisqu'il est libéré pour lui permettre justement d'aller chez McLaren en IndyCar. Pat Howard, il
Alors, il est juste devant, je crois, Colton Herta au classement. Et c'est un enfant, ça peut être un grand mot, mais en tout cas, il est passé par la filière Red Bull. Aujourd'hui, tu vas t'intéresser à Colton Herta parce qu'il a le tampon américain, alors que Pat Howard, il a le passeport mexicain. Moi, alors, c'est peut-être fort. Moi, j'appelle ça de la discrimination. Et puis, en plus, quel message t'envoies à ta filière? Bien sûr. Enfin, encore que tu fasses ça pour l'écurie mère, parce que tu as besoin d'un pilote d'expérience pour épauler Verstappen, par exemple, chez Red Bull. Mais dans ton écurie de jeunes, prends un mec qui n'est pas dans tes jeunes. Je comprends pas. Après, moi, je serais Red Bull, je bloquerais le transfert de Gasly. Je bloquerais ça parce qu'en fait, je ne vois pas quel intérêt sportif on aurait. Ah, mais on pourrait se diriger vers si on voit pas d'intérêt sportif, j'ai bien peur quand même que l'intérêt soit autre, et l'intérêt soit financier et marketing. Mais là, c'est ce que dit. Il parle d'excitation, Helmut Marko, quand au fait d'avoir Colton Herta. Excitation parce que marché américain, parce que alors Julien Febvre le disait en essai libre, et il disait que la filière Red Bull a été créée aussi pour avoir, à l'époque, pour apporter des pilotes américains en Formule 1, notamment Scott Speed. Notamment, t'as raison. Voilà. Mais moi, sincèrement, moi, ça me gêne toujours quand c'est pas le sportif qui est la priorité. C'est de plus en plus le cas, même dans les filières. Franchement, c'est agaçant. Et la super licence est censée protéger justement ce type de situation. C'est vrai. Mais il y a des dérogations à tort et à travers. Les 107% sont censés protéger. Pour l'instant, elle n'a pas encore été accordée, la dérogation. La présence des 107% était censée aussi protéger d'une manière sécuritaire les pilotes pour qu'il n'y ait pas trop de différence de rythme en piste. Et les jamais respectés. Est-ce que les 107% sont appliqués? Exactement. Souci micro, mon cher Brice. Regarde un petit peu ce qui est en train. Regarde le branchement un petit peu ce qui est en train de se passer. Pose ton petit truc sur la table. T'inquiète pas, il y aura pas d'interférence. Les gars, on sera d'accord pour dire que les académies vont quand même devoir, dans leur gestion, dans leur façon de faire, peut-être se réinventer. Est-ce que pour vous, il y aura une jurisprudence Piastri très rapidement, dernier tour de table? Oui ou non? Il y aura un avant, un après Piastri ou non? C'est un épiphénomène parce que le cas est particulier. Franchement, je l'espère. Franchement, je l'espère parce que ça pourrait permettre justement un changement dans la manière de faire fonctionner justement ces filières de jeunes. Est-ce que le fait de voir Piastri quitter, alors encore une fois, on a parlé de toutes les raisons de la mauvaise gestion par Alpine, mais science-fiction, si Alpine avait bien géré le dossier dès le début et que Piastri, de son plein gré, avait décidé de quitter Alpine pour rejoindre McLaren. À ce moment-là, on arrive dans une situation où le pilote prend son destin en main. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème effectivement dans les filières. Mais si ça peut permettre, si le cas Piastri peut permettre de refaçonner, de changer la manière de développement de ces filières et la manière d'attribution des baquets à certains pilotes, moi je suis ravi. Oui, parce que effectivement le côté financier de la F1 fait que on a déjà des pilotes payants qui arrivent par certains biais, et que du coup, si en plus de ça les filières promeuvent à tout prix ce qu'elles ont envie de promouvoir sans pour autant penser aux sportifs, on va avoir un deuxième critère qui va nous spolier l'aspect 20 meilleurs pilotes du monde. Qui dit qu'aujourd'hui, au fait, on n'a pas finalement les 5 ou 6 meilleurs pilotes du monde, et qu'au final, les 14 pilotes de la grille sont là parce qu'ils sont arrivés par le bon chemin. La super licence est censée nous protéger de cela, justement. Mais elle ne nous protège absolument pas de ça. Donc aujourd'hui, un petit peu. Je te dis pas qu'il faut un système de montée-descente absolument ou quoi, tu vois, mais il faut, à mon sens, obligatoirement que la F1 réfléchisse à un système qui promeut les titres et qui promeut les accomplissements sportifs. Gagner la F3 doit te donner une place en F2. Obligatoirement. Peu importe si ça coûte de l'argent. Soyez assez malin pour que votre système mette en place des bourses et des promotions pour que ces mecs-là aillent plus haut et que ces bourses-là ne soient pas. Oui, mais que ces bourses-là ne soient pas privées obligatoirement par les écuries. Parce que aujourd'hui, sans notion de marketing, de merchandising, etc. Les écuries aujourd'hui vendent leurs filières comme étant des bourses permettant aux jeunes pilotes d'accéder à des catégories supérieures en les finançant. Mais elles y trouvent un intérêt. Il faut. Et encore une fois, c'est l'utopie de ce monde, du monde en général. Il faudrait qu'il y ait quelque chose sans but lucratif, entre guillemets, à savoir la FIA, qui mette en place des bourses et qui fasse en sorte que quand tu gagnes un championnat, tu montes dans la catégorie du dessus. Mais qui finance les écuries du coup? Mais en fait, tu finances la FIA tous les ans. Dans ce que tu donnes à la FIA pour organiser le championnat du monde. Pourquoi la FIA ne se sert pas là-dedans pour se dire que dans tous les cas, le champion F3, il y a 2 millions qui lui est réservé pour un baquet F2. Et que du coup, il y a une écurie de F2 qui va se dire, ok, moi j'ai plus de budget cette année parce que j'accepte de prendre le rookie de F3. Donc il y a une écurie qui va faire ce choix-là en prenant ce rookie,
et ce rookie-là va après avoir à faire ses preuves là-dedans. Ça veut dire et que même tout le monde chose va pour la financer la F1. carrière d'un mec. Tout le monde va financer la carrière d'un mec que tu vas retrouver chez Williams. Oui, au final, il sera engagé nulle part. Il sera accessible à tous. C'est un peu utopiste par rapport au milieu de la Formule 1. C'est ça que je veux dire. Le problème, il est plus sur la F2, F1, parce qu'effectivement, en F3, F2, l'ascenseur, je trouve, est quand même beaucoup plus simple que sur le F2, F1. Pensons à ça vite fait. Dernière chose, Manu, après j'arrête. Pensons à ça vite fait. Si aujourd'hui, tu dis à une écurie, enfin, tu dis au plateau, si vous prenez le champion F2, on paye son salaire et vous avez 10 heures de soufflerie en plus. Je te dis une connerie, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des écuries qui sont pas en galère, comme Alfa Romeo, comme Williams, comme Aston Martin, c'est une idée, qui vont se dire à un moment donné, je vais tenter de faire ça, exactement comme l'État avait fait à un moment donné pour des personnes en réinsertion, ils exonéraient les salaires d'impôts pour permettre à ces gens de retrouver un travail. Eh ben, pourquoi il n'y a pas un système qui est mis en place avec la validation des 10 écuries? Encore une fois utopiste. Mais parce que la Formule 1 n'est pas l'État français, quoi, tu vois. Oui, mais en attendant, ça éviterait des cas comme ça. Et si la F1 veut penser filière et tout ça, que Toto Wolff ne s'étonne pas qu'à un moment donné, ce genre de cas arrive. Oscar Piastri a tout gagné jusque-là. S'il veut gagner en F1, il faut qu'il prenne sa carrière en main parce que visiblement Alpine ne l'a pas pris en main pour lui. En tout cas, les amis, voilà l'avis des pistonnés sur cette affaire Oscar Piastri et plus largement sur ce que cela dit de l'évolution de la Formule 1. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez et surtout ce que vous pensez peut-être de la vision un peu romantique et utopiste des pistonnés, mais vision quand même intéressante et légitime qui mérite d'être partagée avec vous. Tout de suite, l'entretien, le décryptage. On va parler de Monsieur Gotifi. Au classement du championnat des pilotes, il est tout simplement 20e et avant-dernier, puisque Nico Hülkenberg est 21e. Nicolas Latifi, qui a été énormément critiqué après son crash du côté d'Abu Dhabi l'année dernière et les conséquences au championnat du monde. Nicolas Latifi qui était en difficulté en début de saison et Nicolas Latifi qui nous avait sorti une très très belle prestation du côté de Silverstone. Nicolas Latifi qu'on a eu l'occasion, les gars, de rencontrer tous ensemble. C'était du côté du Castellet, invité dans le motorhome de Williams. C'est un sacré souvenir, je pense, pour nous trois. Nicolas Latifi qui a répondu à toutes les questions posées par Brice Germain ce jour-là, qui n'a éludé aucune réponse. C'est l'heure de l'entretien. Ça tombe ? Ouais. So, hi Nicolas, welcome in France. What do you think of this first part for you? It was a bit tricky to understand the new car? Yeah, definitely. I think at the beginning, there's a lot of things I was struggling with to feel comfortable and confident in the car and trusting it. Yeah, I really do feel the past races I've been making quite big steps. We've understood a few things that were maybe not quite right, and I've made some good adaptations as well. So I do feel the past racing has kind of taken a bit of a positive turn, which is nice. Obviously, Silverstone was very positive with the good qualifyings, and even though Austria on paper, if you look at the results, was very poor, when you look at the difference between the cars of the upgrades and some other things, it was actually, again, one of the stronger weekends for me. So yeah, I feel it's a nice and important point to have that change, because it has been very difficult. It's not gone the way I hoped or expected, but I can only look forward now, and I know I need to focus on executing as to the best of my ability I can, which I know if I could do that, I know that will be important for my future. At Silverstone, we saw this amazing qualification with this driving on the rain, and do you think you found trust at that time? I know there was nothing different that I did that weekend to produce a better result. There's, I think, some things in the background that we understood that contributed to that. But I know the way I was driving in Silverstone was the way I was driving in Baku before, in Montreal before, where I was the slowest car on track. So there's some things we understood as a team for sure. But I definitely took a lot of confidence and satisfaction in, okay, it is okay. I haven't, what I've been doing has not necessarily been the wrong thing or been bad. So yeah, it was a nice boost going forward, and I definitely carried that into Austria, and I still feel that coming into this weekend as well. What do you think the areas of improvement do you have to do to show your best in F1? We obviously did not start where we want to be, but I would say for me personally, it's probably needing to be able to adapt a little bit better to when the car is not in a good window. Adaptation in general is very important in F1, and it's clear we had
hopefully it's not going to be the case the next races with the upgrade, but we're going to see and evaluate that. But up until Silverstone, at least safely, we were the slowest car on the track. We had the 10th quickest car on the grid. And obviously if it's the 10th quickest car, it's because it doesn't have downforce and as much downforce, and the balance of the car is not the easiest to drive. But that's the case, that's the situation that's of the car we have, and I still needed to try and maximize it and extract more of it than I have been. So I think, me personally, that's probably the biggest improvement that's needed to be made. I mean, I have, so that's kind of for me the focus going into the second half of the season. We spoke this morning with your race engineer, Gaetan, and he said to us that you were in a moment in your career that you were increasing until 2021 in the end, and this new car was a bit complicated for you to manage. Yeah, I mean, I think this is kind of what I said before, and kind of adapting when it's really not good. I mean, this year's car, relatively speaking, was a step backwards compared to where we ended last year. Not just in lap time, because everyone's car is slower. The new regulation have slowed the cars down, but in relative feeling of handling, drivability, which again you could say is probably a similar step for everybody. The cars are much stiffer to drive. They're obviously lower the way that downforce is being made. So yeah, at the end of 2021, I mean, from halfway through last year to the end, I mean, I was feeling in a very confident place, feeling very good with the car, good with my driving. Obviously driving against George, who, I mean, I know how quick a driver he was. We all in the team knew how quick he was, and he's showing this year how quick a driver he was. And I knew I was able to match him, beat him, and we were always pushing each other. So yeah, coming into the season, then with the issues I was having with the car, adapting to it, it was definitely kind of set me back a little bit. It's turning a corner now, so it's just kind of keep that momentum. When you have a car, when you're racing at the end of the grid, it's always a bit difficult to have some personal objective or collective objective. Do you have some for the end of the season? Realistically, on paper, do we have a car that still, should be scoring points every race at the moment? No. I think that's an obvious thing. I would go without saying that I want to get into points, but I think even if that doesn't happen, for me, the important thing is the relative improvement in performance, that what I've been missing at the beginning of the year, that hasn't been there prior to Silverstone, which now I think we were kind of understanding why that was the case, and it's just, being there where I need to be, racing the cars I need to be racing, my teammate first and foremost, and being closer and in the fight. And, if there's no opportunities that present themselves from now to the end, I mean, I highly doubt that's going to be the case because it's Formula One and there's always things changing, then that's what it's going to be. But yeah, I think being more in the competitive fight and extracting the most out of myself and the car. It's more important for you to feel that the team feels your improvement than just the result. Is it the case? I would say that's definitely important. That's definitely a part of it. Us as a team, we know the position we're in with the car. I mean, if on paper we've had up to now, let's say the 10th slowest car, the team is not going to be expecting points every race. And in reality, if nothing happens in the race, then why should points be the expectation? We obviously are pushing for that, and we're trying to do everything to the best of our abilities to capitalize on if something happens. But I think, as I said, from my side, because there has been a bit more of a struggle with getting the most performance out of the car, I do feel the past races now I am able to drive it more on the limit, and I feel more like I did last year, where I'm not lacking trust with the car. I mean, I'm still let's say struggling with the car in the sense that the balance is not great still, we're lacking downforce, but this was even the case last year. I mean, we were still on paper last year the 9th slowest car, but I at least feel much better the way I can drive the car, which is important. You need to have that confidence. We are now in kind of the silly season. You said before that you were not sure to have seats in 2023. Is it complicated for you to keep head down and keep confidence when you know that you have this possibility at the end of the year? I mean, I knew coming into this year that that was the last year on my contract, so I had to, and I had to, and I have to still, because the season's not done, still show the team that I want to be here and that I should continue with them for next year. So it's just about focusing on what you can control. I mean, for sure, when it doesn't go well, it doesn't help you. When you get a good performance, it's good. But like you said, the silly season in an F1, let's say it's always been there. I'm not the first driver that's been involved and talks about it. I won't be the last driver. It's just part of the sport. So you just have to focus only on what you can do.
And at the end of the day, I only have to impress the team. I don't have to impress the media, the fans. So yeah. Thank you so much, Nicolas. Thank you. Voilà pour cet entretien, Nicolas Latifi, enregistré donc au Castellet lors du Grand Prix de France. Les gars, j'ai envie de vous relancer très rapidement parce qu'il y a quelque chose qui transpire dans cet entretien. On pose beaucoup la question de la légitimité de Nicolas Latifi en Formule 1. On a l'impression que même dans sa tête, cette question, elle peut se poser. Ouais, pour raconter un peu les coulisses, la question quand je lui demande si il a l'impression qu'il a besoin de montrer davantage à l'équipe que marquer des points, c'est parce que justement dans la question d'avant, je me dis mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas les résultats qui l'importent, c'est d'avoir ce sentiment dans son propre garage qu'il n'est pas regardé mal. Et en fait, il nous confirme ça, il nous confirme un petit peu le fait que lui-même sent ou sait qu'il n'est pas légitime à ce baquet et que il a besoin de prouver des choses et qu'il est un petit peu déçu que les progrès qu'il a réussi à faire, ça a été long, mais en 2020-2021 et arrivé en 2021 à faire quelques performances, que tout soit remis à zéro à cause de cette nouvelle réglementation qui lui ne lui a pas convenu dans le pilotage, en tout cas en début de saison. On a beaucoup parlé d'Oscar Piastri tout à l'heure. Hamza, est-ce que justement Nicolas Latifi ne peut pas être le grand gagnant de la non-venue d'Oscar Piastri du côté de chez Williams? Ça peut être le grand gagnant dans le sens où Piastri chez Williams a condamné de fait Latifi. Aujourd'hui, il a encore une chance d'être en Formule 1. Donc, ça peut peut-être profiter à De Vries, ça peut peut-être profiter oui, non, mais clairement. À Ricciardo, sauf si on en croit ses dernières déclarations, c'est ça, comme quoi il ferait une année sabbatique. Ricciardo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en parlant à Sergio Pérez, c'était capté par une caméra, disait que normalement il devrait se diriger vers une année sabbatique en 2023 avant de revenir en 2024. Risqué, mais... Risqué, on parlait, je lisais aussi pilote réserve, potentiel pilote réserve. Oui, Mercedes, ouais, tout à fait. Risqué, pas risqué. Là, ça met à mal ton plan Fernando Alonso. Bref. Non, mais effectivement, à partir du moment. Il y a moins de Covid qu'avant, quand même. Hein. À partir du moment où. Tu peux plus faire Hülkenberg. À partir du moment où tu as une chance que tu n'aurais pas eu avec Piastri, effectivement, c'est le grand gagnant. Exactement. On suivra bien sûr Oscar Piastri. Elle est magnifique. C'est un des très très bons souvenirs, je pense, de l'histoire des pistonneurs. On a passé un sacré bon moment. On rappellera que si ça allait mieux avant le Castellet pour Nicolas Latifi, ça a été assez catastrophique par la suite. 18. Voilà, exactement. Je crois qu'il y a eu une 11e place peut-être du côté de l'Autriche en qualification, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était avant le Castellet, peut-être. Non, après le Castellet, il y a eu une 11e place, je sais plus où. En tout cas, désolé de ne pas être précis. Les amis, voilà, donnez-nous votre avis encore une fois en commentaire et le pouce levé pour donner de la force et abonnez-vous. Oui. Semaine prochaine. Ouais. Est-ce qu'on l'annonce ou pas? On en parle ou pas? Je te laisse le faire, Hamza. Moi, à chaque fois, je grille les priorités. Ça veut dire qu'il faut faire le montage, les gars. On en parlait tout à l'heure d'Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, donc ITV retrouvé mercredi prochain dans les pistonnets. Et ça devrait parler de Théo Pourchaire, je crois. Et de climatisation. C'était en Belgique. Pas climatisation Pourchaire, pas forcément. Non, climatisation. Climatisation et voix de Fred Vasseur. Les deux mixés en même temps. La 11e place de Latifi, c'était à Spa, en Belgique. Les gars, juste avant de se quitter très rapidement, un quiz très très rapide. On a parlé de Latifi, on a parlé de Piastri. très rapide. Vous allez voir le petit quiz. Allez, jingle, on va se faire taper. Ah oui, pardon. Le quiz très rapide, les gars. On a parlé de Latifi, on a parlé de Piastri. Je vais vous donner 10 affirmations. Vous allez me dire si ça concerne Latifi, si ça concerne Piastri, ou est-ce que ça concerne les deux. Trop rapide. Burger quiz. C'est très simple. Burger quiz, exactement. On reprend les bonnes ficelles. On commence. J'ai des origines italiennes. Piastri? Aucun des deux. C'était Latifi, 0-0. J'ai été 3e pilote d'une écurie engagée par Renault en F1. J'ai été 3e pilote. J'ai été le 3e pilote d'une écurie engagée par Renault en F1. Ouais. Les deux, en effet. Brice a répondu en premier. 1-0. Comme Lewis Hamilton, je suis arrivé au sport auto par les voitures télécommandées. Piastri, en effet. 2-0. Hasard total. Pif total. Je suis rentré dans l'histoire à Abu Dhabi en 2021. Latifi. Alors les deux. Putain, ouais, bah oui, putain. Ça fait 2-1. Il est pas champion avant? Non, mais en fait, non. Oui, il est rentré dans l'histoire. Latifi pour être rentré dans le mur et avoir provoqué la fin de. Moi. Et non, il est champion à Abu Dhabi, Piastri. Bon Oui. Je te conseille de relire certains articles, mon cher. C'était purement gratos. Et pour rire, je tiens à le préciser. Ma carrière est gérée par un ancien pilote. Piastri. C'est à ma droite, il me semble que ça a été plus rapide. 2-2. J'ai gagné la F2 et la F3 dès ma première année d'engagement. C'est pas Latifi. Non, ça c'est sûr. Il était titré dans aucune des... J'ai envie de dire égalité entre vous deux, comme ça on reste à 2-2. J'ai gagné à Spa dans ma carrière. Latifi. Ouais. Latifi. Ouais, 3-2. ça c'était le piège. Oui. J'ai conduit chez Prema en F3.
Les deux. Bravo. 4-2. Ah, tu vois, Latifi, je sais pas. Je Ouais. sors avec une brune. Oh, aucun des deux. J'en sais rien. Leclerc. Les deux. J'ai dû embaucher des gardes du corps car je craignais pour ma sécurité Latifi. personnelle. Exactement, Latifi est à ma droite, mais c'est une victoire 4-3 de monsieur Brice Germain. Voilà Bravo. pour le quiz. Vous êtes Même- plutôt bien rencardé sur la vie des deux garçons parce qu'il n'y avait aucune, Ouais. quasiment aucune Pas mal de chances question aussi. sur le sport. Voilà, exactement. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. La Formule 1 continue avec ce triple header. Rendez-vous du côté d'Italie avec toujours les 4 rendez-vous. Winamax pour la preview de la course, Brut pour débriefer en antenne libre ce Grand Prix d'Italie. Et puis bien sûr lundi et mercredi, les grands rendez-vous sur la chaîne First Team Sport qui compte désormais plus de 100 000 abonnés. Merci à toute la production qui était en régie. Merci Brice, merci Hamza. On s'est encore régalé cette semaine. On a hâte déjà d'être à la semaine prochaine dans un rendez-vous qu'on aime tant. Salut, passez une bonne semaine et parlez des pistonneux autour de vous comme d'hab. Ciao.